c'est intéressant parce que, quelque part, on se rend compte que les artistes, en tout cas les peintres, dans l'histoire de la peinture, n'ont parfois jamais su qu'ils avaient été reconnus. Donc, même cette question-là, vous n'auriez peut-être pas pu la poser à un peintre tel que Raphaël, ou... Vous voyez, donc ça, c'est quand même particulier. Mais vous dites que vous allez dans les questions de manière un peu plus... C'est quand même, ça doit être dur quand même pour un artiste de s'entendre dire alors, ça vous dérange pas qu'il y ait l'œuvre et plus vous? Ça doit être quand même une manière de... Enfin, tout dépend de la façon dont je pense à quelque chose à laquelle je travaille actuellement. Je travaille avec des handicapés. Je ne suis pas handicapé. Pour autant, la question que l'on se pose lorsque l'on travaille avec des handicapés exceptionnels, c'est de savoir si au bout du compte, le produit, leur production exceptionnelle n'est pas le fruit de leur handicap. Et si au bout du compte, finalement, leur handicap les a rendus plus heureux que s'ils n'avaient pas été handicapés. Quand un individu qui est en face de vous, par exemple, s'appelle Philippe Croison et qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes, vous n'allez pas lui dire « Philippe, est-ce que c'est un bonheur de ne pas avoir de bras et de jambes ?» Bon, alors, ma façon détournée, c'est de dire Benoît Pinton, qui est un autre handicapé, a écrit un livre qui s'intitule « Un merveilleux malheur ». Il paraphrase là le bouquin de Cyrulnik, « Merveilleux malheur ». Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, les gens peuvent me parler de ce que ça signifie pour eux. Donc voilà, mon travail consiste toujours soit à les mettre à la place de quelqu'un d'autre, soit à les faire à les amener à se transposer dans leur passé. Et votre grand-mère, parce que j'ai dit que les grands-parents sont très très importants pour les créateurs. C'est vraiment très... Je suis très très surpris d'ailleurs, parce que je ne m'y attendais pas. Voilà, donc, et votre grand-mère, elle aurait pensé quoi? Comment aurait-elle agi? Comment se comportait-elle dans cette situation? Alors je sais qu'il me parlait de cette situation lui-même, auquel était confronté à un moment. Et de cette manière, je le vois se projeter dans l'identité de sa grand-mère et en retirer quelque chose. Voilà comment je fonctionne. Donc je n'aborde jamais les questions de front, non pas parce que je suis, parce que je n'aime pas, mais parce que il faut aller à ce qui est très très archaïque, parce que je crois que ces choses-là, ce sont des histoires de vie, ce sont non pas des destinées, mais des accomplissements. Et qui plus est, ce sont des accomplissements qui sont souvent extrêmement douloureux, y compris pour ceux qui réussissent. Et on a accès à ces choses-là qu'en allant fouiller dans ce qui est l'étoffe de l'individu. C'est la raison pour laquelle aucun livre actuellement sur la création ne peut répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce que vous ne trouverez aucun livre qui a travaillé avec des créateurs vivants. Évidemment, qu'est-ce que l'on sait des créateurs? Ce qu'ils ont pu écrire sur eux-mêmes. Oui, alors justement, ces créateurs, vous dites que finalement, il y a des moments où tout ça se passe dans la douleur. Mais alors, est-ce qu'il y en a dans l'ensemble qui étaient très heureux de ce qui leur arrivait? Est-ce que d'ailleurs, il y en a pour qui la création ou la créativité en soi n'est pas un problème? Il y a une émotion qui vient, l'inspiration qui s'ensuit, et finalement, eh bien... presque comme une seconde nature. Est-ce qu'il y en a comme ça? Ou est-ce qu'il y a toujours une trajectoire ou quelque chose qui est, au fond, perturbé est-ce qu'il y a des actes heureux de création? L'acte heureux de création, c'est celui où le créateur a l'illusion d'aboutir. Il aboutit socialement parlant. Ce n'est qu'une illusion, parce que s'il avait abouti, il l'arrêterait. Or, il va poursuivre. Et effectivement, pour un créateur, il y a ces moments où l'on tend vers la réussite, où l'on va s'accomplir pleinement. Et là derrière, il y a vraiment des moments, des passages à vide qui sont extrêmement compliqués. Étienne Gis, qui est un grand mathématicien, me parle de sa phase extraordinaire de création. Où voilà, et puis après... il faut se réorganiser autrement, il faut tenir, alors il y a des stratégies du faire face que j'étudie avec eux, savoir comment ils ont fait face. Voilà, mais ils ont fait face, je dirais pas que c'est l'énergie du désespoir, c'est l'énergie de la
l'accomplissement par la recherche d'un équilibre. Si on vous enlève de l'air pour respirer, vous allez essayer de trouver jusqu'à la mort le moindre espace de fluide qui va vous permettre d'absorber de l'air. Bon, voilà, c'est bien une fonction téléologique, c'est-à-dire ça a une finalité, que l'être s'accomplisse dans quelque chose qui est sa création. Et quand on pense que, pour moi, tout cela naît par ces processus-là, c'est à la fois trop simple pour être beau, pour être vrai, et puis c'est ce que je constate. Je vous dis, c'est ce que je constate quasiment tous les jours, à chaque fois que j'ai un de ces créateurs-là. En ce moment... Donc ça voudrait dire que l'émotion née, ça crée une forme de déséquilibre qui est compensé par l'acte de création. Mais est-ce qu'il n'y en a pas aussi qui, à un moment donné, sont dans une sorte de quête de perfection? Est-ce que l'œuvre en elle-même, elle n'attend pas une suite qui serait dans l'idéal de c'était mieux que la réalisation précédente? Je pense à des cinéastes, je pense, bon, pas celui qui va découvrir, comment dire, un de nos ancêtres, parce que là, il n'y a pas question de perfection, c'est autre chose, mais un acte de perfection quand l'œuvre est créée complètement par l'individu lui-même. Et j'amène la deuxième question, puisqu'il y a un titre, plaire en créant ou créer pour plaire. Parce que justement, s'il y a un acte de perfection, ça veut dire que l'œuvre est aussi le reflet. On a parlé du génie, on a parlé du déséquilibre, mais c'est peut-être aussi parce que ça approche un degré de perfection. Est-ce que c'est pas là justement qu'on se dit qu'il y a un idéal de pureté, justement pour séduire quelque part? Je dirais pas perfection, je dirais accomplissement de soi. C'est celui qui regarde qui peut dire c'est parfait. Celui qui agit est dans la recherche de l'accomplissement de lui. C'est comme ça que je vois les choses. Quant à la question de savoir, vous avez dit Michel Brunet, bon, qu'est-ce qu'il peut trouver? Il a trouvé Toumaï, 8,5 millions. Et non, mais quand je l'ai rencontré, c'est un monsieur qui était très fatigué et qui partait avec, il me l'a montré, puisqu'il partait le soir même, il avait un défibrillateur dans un sac, et il me dit, voilà, je pars dans l'Antarctique. Ah oui, qu'est-ce que vous allez faire dans l'Antarctique? Je vais chercher des restes de singes qu'il y a à l'époque, enfin bon, bref. Et il me dit, évidemment, c'est très beau, cet homme qui est quasiment, bon, il ne va pas mourir, mais bon, il n'est pas loin. Et puis, il part des déserts dans l'Antarctique, et il dit, pourquoi on fait cela? Pourquoi il y a quelque chose qui vous pousse, mais quoi? Et je lui dis à ce moment-là, mais celui qui part dans l'Antarctique, quelle relation a-t-il avec cet enfant qui découvre un fossile à l'âge de 5 ans dans les collines du Poitou? Et il me dit, c'est le même. Voilà. La satisfaction d'avoir trouvé. Il veut dire, non, c'est pas le même. C'est le même individu, c'est la même démarche qui aboutit à trouver. C'est la même quête. Et c'est pas la quête pour moi. Ça devient une quête intellectualisée. Les modèles mathématiques sont intellectualisés. Lui-même, il y a des démarches, des hypothèses. Il ne cherche pas n'importe où dans le désert. Il émet des hypothèses, c'est un chercheur. Mais c'est avant tout la quête de soi qui passe par un médium. Et ce médium, bien, c'est la paléontologie ou c'est la philosophie. Alors, mais vous n'avez pas répondu à la question du plaire ou du séduire, ou du... Voilà, est-ce qu'il y a un idéal? Ça, c'est quelque chose de particulièrement important. J'ai beaucoup travaillé avec des gens exceptionnels, des numéros 1 dans leur domaine, et dans d'autres domaines que ceux-là. Et il y a quelque chose qui est une constante, que je retrouve tout le temps. Ce qui nous pousse à agir, on avait dire deux types. On a, pour être schématique, deux types de motivation. L'une que l'on qualifie de motivation intrinsèque, elle vient de soi. C'est-à-dire celle qui pousse à s'accomplir, c'est pour ça que j'utilise souvent ce mot. Celle qui pousse à progresser.
et à prendre du plaisir. Puis il y a des motivations que l'on qualifie d'extrinsèques, c'est-à-dire celles qui vous amènent des profits matériels ou symboliques, de l'argent ou une reconnaissance de l'ego, c'est-à-dire une reconnaissance narcissique. Tous ceux qui sont à la recherche de motifs de satisfaction intrinsèque, d'une manière générale, ils ont une grande longévité. Pas de vie, mais dans leur domaine. Ils résistent à l'échec. Ils résistent au stress. Ils sont très peu sensibles à la pression. Parce qu'ils ne sont pas remis en question. Puisque, après tout, je peux être deuxième aux Jeux Olympiques alors que je pensais être le premier, mais si j'ai fait le maximum de moi-même, alors je suis capable d'évaluer ce que j'aurais pu faire, y compris dans mes entraînements, pour être la prochaine fois le meilleur, et je peux m'améliorer. Mais si, dans ma quête du Graal olympique, il y a une reconnaissance narcissique, c'est-à-dire si en tant que créateur, mon objectif n'est pas de progresser dans mon œuvre, mais c'est d'être reconnu en tant que le créateur et avoir cette reconnaissance profit symbolique au matériel, alors, si je n'aboutis pas, c'est mon narcissisme qui en prend un coup, et de cela, je peux ne pas m'en relever.